Marielle Quinaudot, vous êtes psychanalyste, membre de la Société suisse de psychanalyse et vous travaillez en bureau privé à Genève. C'est exact. Vous avez écrit de nombreux articles, participé à plusieurs congrès à travers le monde, mais vous êtes surtout connu pour vos 3 livres, Le vertige, entre angoisse et plaisir, Les mots qui touchent et Vieillir une découverte, qui a été publié en 2008 au PUF. Alors, il y a peu de textes en psychanalyse sur le vieillissement, vous le soulignez d'ailleurs dans votre livre. Et à l'époque, justement, où c'est une problématique qui se fait de plus en plus présente, surtout dans les sociétés occidentales, où nous sommes confrontés à une population de plus en plus vieillissante. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? J'ai eu l'idée d'écrire ce livre parce qu'il y a eu une rencontre entre les interrogations que je me posais et puis les réalités de la vie qui sont présentées à moi. Alors, bien sûr que je me posais des interrogations parce que, en vieillissant, j'étais de plus en plus frappée par le fait que, aux jeunes, on présentait la vieillesse comme un naufrage, comme quelque chose dont on devait avoir honte, il ne fallait pas avoir l'air de vieillir. Et je trouvais que c'était vraiment une mauvaise façon de présenter la vieillesse qui devait faire peur aux jeunes. Alors, je m'interrogeais pourquoi on présente la vieillesse comme un naufrage. Et puis, il s'est trouvé que dans la réalité de ma pratique psychanalytique, j'ai eu une demande d'une personne de 70 ans, à l'époque où j'en avais 40, alors elle me paraissait très vieille à ce moment-là, et cette personne qui me demandait une psychothérapie, en fait, j'ai réalisé que c'était une psychanalyse qu'elle réclamait depuis très longtemps et qu'enfin, à 70 ans, elle osait peut-être avoir l'espoir qu'on lui proposerait une psychanalyse. C'est ce que j'ai fait. Et alors, ça a été une expérience passionnante, une analyse qui a duré seulement 3 ans et demi, à 4 fois par semaine, et qui a été une aventure tellement intéressante que j'ai eu cette rencontre entre mes interrogations au sujet du vieillissement et puis cette personne qui me demandait une analyse. Et à partir de cette expérience dont j'ai un peu parlé autour de moi, j'ai dit que j'avais cette expérience passionnante, on m'a demandé de faire un séminaire à l'hôpital de gériatrie pour former les jeunes psychiatres à la psychothérapie de personnes âgées. Et c'est comme ça que l'idée d'écrire le livre est apparue. D'abord, avec mon séminaire, chaque année, on faisait le point en rédigeant un article qui paraissait dans une revue. Et quand, à 65 ans, j'ai dû prendre ma retraite de l'hôpital de gériatrie, parce qu'en Suisse, à 65 ans, on voulait plus de moi parce que j'étais trop âgée. Alors, on m'a demandé, mais est-ce que vous ne pourriez pas écrire un livre avec les articles qui ont été publiés? Et puis à 65 ans, moi, je me trouvais beaucoup trop jeune pour écrire sur le vieillissement, sur vieillir. Je me disais, mais je ne serais pas crédible. Et alors, j'ai attendu d'être moi-même une personne âgée pour écrire ce livre et le publier. J'ai attendu d'être moi-même, d'avoir fait une expérience depuis l'intérieur de ce que c'est que de devenir âgé pour pouvoir oser parler des richesses de la vieillesse. Parce que je voulais vraiment écrire un livre qui parle des richesses de la vieillesse sans nier les pertes, sans nier tout ce qui est perdu quand on devient âgé, mais en montrant tout ce qu'on gagne et tout ce qui peut être montré comme richesse. Oui. D'ailleurs, ça me mène à la question que j'avais, l'interrogation que j'ai eue en lisant votre titre. Et vieillir une découverte. Hein? C'est assez surprenant, même paradoxal à première vue, parce qu'en général, on associe le vieillissement, comme vous le mentionnez, aux pertes, au renoncement, au deuil ou à la solitude. Alors, en quoi vieillir est-il une découverte? Alors,
c'est là que j'ai trouvé vraiment intéressant de mettre en évidence les richesses de la vieillesse. C'est que, bien sûr, on perd beaucoup de choses. On perd tout cet équilibre qu'on a acquis peu à peu comme personne plus jeune, équilibre avec notre état de santé, nos capacités intellectuelles, notre profession, notre activité dans notre famille. Voilà que brusquement, ou moins brusquement suivant les personnes, on est amené à renoncer à beaucoup de choses, mais on peut en même temps découvrir beaucoup d'attitudes nouvelles. Alors, et qui sont des gains. Et je me suis aperçue que c'était important de bien découvrir l'importance de l'instant présent. Quand on s'approche de la fin de sa vie, on ne peut plus nier qu'on est dans la dernière ligne droite de sa vie. On peut tellement autrement l'oublier. On est dans l'activité de la vie, on doit répondre à des tas d'exigences, on est tout le temps en train de vivre un peu dans le futur. On a beaucoup de choses à faire, on est débordant d'activités. Et puis, brusquement, on n'a plus toutes ces activités qui nous empêchent de voir que on est un peu vers la fin du voyage. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette fin de voyage? Et on peut découvrir alors toute l'importance de se sentir exister. Non plus produire, être actif, mais être là, sentir que rien que dans le fait d'être présent à soi-même, on peut être en contact avec ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, notre mystère, le fait qu'on se sent être nous-mêmes depuis qu'on est né, où on pesait peut-être 3 kilos, et puis maintenant on en pèse beaucoup plus, on a complètement changé, on devrait plus se reconnaître, et on sait qu'on est toujours soi-même, et qu'on a une identité profonde qui fait que nous sommes nous-mêmes, quoi qu'il arrive, on nous reconnaît. Vous parlez de voyage. Je me rappelle un moment dans votre livre, vous évoquez cette question de vieillir activement ou passivement. Et vous comparez les personnes qui vieillissent passivement à un voyageur qui oublie qu'il est en train de faire un voyage, justement. Et que la vie pour ces personnes, des personnes comme ça, ne serait qu'une succession d'instants sans lien entre eux. Et vous avez constaté au contraire que les personnes qui vieillissent activement auraient une représentation différente du temps. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Qu'est-ce que c'est vieillir activement? Peut-être que le mot activement n'est pas très bien choisi par moi. Au moment où je l'ai écrit, je pensais à activement dans le sens d'opposer à une résignation. Je ne veux pas me résigner à vieillir. Je vieillis en étant très présente à chaque moment de la vie que je mène maintenant. Alors, activement, c'est peut-être pas l'idéal. Il faudrait peut-être dire consciemment ou de façon dynamique. Ou en étant sujet de sa vie. Voilà, très bien, oui, en étant sujet de sa vie. Parce qu'activement, ça peut être pris dans le sens de l'activisme. Ouais. Faire beaucoup de choses pour avoir l'air jeune, alors que c'est justement le contraire de ce que je voudrais dire. Parce que ce qui me paraît une des découvertes de la vieillesse, c'est qu'il y a un changement de la hiérarchie des valeurs. Au lieu de mettre la productivité, l'efficacité en premier, on est beaucoup plus sensible. Enfin, je pense que pour moi, ça a été la découverte d'être beaucoup plus sensible aux intentions, à tout la charge émotionnelle qu'on peut mettre dans ce qu'on fait. L'intensité du présent, l'intensité du mystère de la personne qui est en face de vous et qui est
un mystère. Enfin, quand je pense à vous, par exemple, je me dis, mais c'est extraordinaire de vous rencontrer. Vous êtes une personne avec tout votre mystère, toute votre vie, votre passé, votre futur, et je vous connaîtrai un petit peu mieux après notre rencontre, mais être le mystère d'une personne, c'est pas que c'est inconnaissable, mais c'est qu'on n'a jamais fini de connaître l'autre. Ouais. Et alors, c'est peut-être ça, en vieillissant, que je découvre de plus en plus, c'est la valeur que j'appelais de l'être, la valeur du mystère de la personne qu'on rencontre, mais aussi de soi-même. Quel mystère je suis pour moi-même. On n'aura jamais fini de se connaître. Et dans ce petit bout de vie qui me reste à vivre, qui diminue par rapport au début de ma vie, puisque maintenant j'ai 77 ans, eh bien, je me dis, mais il y a tout ce mystère des autres et de moi-même à découvrir encore, que j'aurais jamais fini de découvrir. Et c'est, au fond, cette hiérarchie de valeurs qui me paraît importante à découvrir. Un peu comme quand on fait un cadeau, chaque rencontre peut être un cadeau, c'est pas tellement la richesse matérielle du cadeau qui compte, mais de plus en plus, quelle est l'intention, quelle est la charge émotionnelle qui passe à travers ce cadeau qui est seulement une porte à travers lesquelles passe l'émotion, les sentiments, tout cet élan de vie. Ouais. C'est des mots qui font du bien à entendre lorsqu'on est tellement pris dans une spirale de performance, très souvent, dans les sociétés comme la nôtre. Et c'est là que je trouve important que les personnes âgées ont à témoigner de quelque chose. Ouais. Un témoignage à apporter de tout. Avoir enfin le temps et l'espace pour témoigner de l'importance de cette hiérarchie de valeurs-là. Ouais. Que pensez-vous justement du culte de la jeunesse dans nos sociétés? Quel est l'impact de ça sur l'acceptation du vieillissement et les pertes aussi que ça suppose? Hein? Alors, on voit souvent des personnes qui, justement, s'activent beaucoup de toutes sortes de manières à rester jeunes le plus longtemps possible, mais pas nécessairement d'une manière, on pourrait dire, heureuse, dans un déni du vieillissement, plus que dans une acceptation. Alors, c'est tout à fait important cette question que vous posez, parce que moi, je trouve que les progrès de la médecine sont magnifiques. Parce que la médecine fait de tels progrès qu'on nous permet de vivre plus longtemps en moyenne, mais aussi dans de meilleures conditions. On vieillit dans des conditions beaucoup plus confortables, en tous les cas, dans nos pays en Europe ou ici au Canada ou en Amérique du Nord, enfin, que autrefois. C'est beaucoup plus confortable de vieillir maintenant, en tous les cas du point de vue médical. Mais ces progrès qui, entre autres, pour moi, ce qui est très important comme progrès, c'est les soins palliatifs. Les soins palliatifs qui nous permettent, enfin, je ne sais pas si on les appelle comme ça ici au Canada, ces soins, il y a des lois qui sont très importantes en France en tout cas, pour permettre aux médecins de supprimer, d'utiliser des médicaments qui diminuent ou suppriment la souffrance des personnes en fin de vie, même si ça doit secondairement raccourcir leur vie. Alors c'est des lois extrêmement importantes. C'est la notion de vie qui change. Alors la leçon de vie, c'est qu'on peut vraiment médicalement nous aider à mourir de façon beaucoup plus digne, à vieillir de façon beaucoup plus digne, en permettant de dominer la souffrance. Alors ça, c'est des progrès énormes dans la médecine, mais qui peuvent être mal utilisés si c'est utilisé pour nier la mort, nier la vieillesse et utiliser ces progrès comme
comme on utilise des produits anti-âge. Et je déteste ce terme parce que ça a l'air de vouloir dire on va nier le vieillissement, on va nier notre âge. Non, l'important, au contraire, c'est d'accepter d'être en plein dans l'âge qu'on a. Si on a 20 ans, on a 20 ans. Et puis si on en a 77 comme moi, ben on a 77 ans. Et accepter l'âge qu'on a à chaque instant. Alors, les produits anti-âge, à mon avis, c'est un mauvais qualificatif. Il ne faudrait pas qu'on recherche l'apparence d'un âge qu'on n'a pas, alors qu'il s'agit d'être en conformité intérieure et extérieure, où l'apparence extérieure est le reflet de comment on se sent à l'intérieur. Alors, c'est là que, mais c'est comme toujours, les progrès peuvent être mal utilisés. Tout à fait. Et ce que vous mentionniez tout à l'heure, ça m'amène ailleurs. En fait, j'avais pas pensé pour parler de ça aujourd'hui, mais je me permets une petite parenthèse là-dessus. Vous évoquez les soins palliatifs et j'ai écouté récemment une entrevue très intéressante où il était question justement, vous êtes suisse, donc vous avez le suicide assisté en Suisse. Nous, on n'a pas ça ici. On parlait aussi des pays où même l'euthanasie maintenant est autorisée. Il y a la Belgique, si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'il y a 2 États peut-être aux États-Unis. En tout cas, je pense que ça se limite à ça pour l'instant. Je ne sais pas où vous en êtes en Suisse par rapport à ça, mais déjà, ça pose, j'imagine là, que ça pose la question de la fin de vie, peut-être plus facilement, en tout cas pour les personnes, déjà qu'il y a cette possibilité-là. Du moins en Suisse, c'est pas l'euthanasie, mais quand même le suicide assisté, dans les cas de maladies graves, terminales, est autorisé. Alors, c'est très important cette question. Elle est en débat en Suisse. Et je crois qu'on est en train de chercher comment répondre à cette question que vous posez du suicide assisté ou pas. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure de la loi Leonetti en France, qui est cette loi qui permet, au fond, qui est une loi concernant les soins palliatifs, qui est une loi très importante, qui permet aux médecins de recourir à des médicaments qui soulagent ou qui suppriment les souffrances, et qui permettent, même si ça abrège la vie. Mais ce n'est pas une loi d'euthanasie active. C'est ça, nous avons ça ici aussi. Alors, mais elle est peu appliquée, c'est curieux. Elle est peu connue, cette loi que je vous mentionne. C'est pour ça que j'ai voulu vous dire son nom, parce qu'elle est finalement assez peu connue. Et alors, en Suisse, il y a le suicide assisté, qui est tout à fait permis. Mais le débat actuel, c'est est-ce qu'il va être automatiquement accepté et présent dans toutes les résidences pour personnes âgées. Et alors là, il y a actuellement un débat en Suisse, parce qu'il y a beaucoup de résidences pour personnes âgées qui refusent, qui disent non, nous ne voulons pas qu'il y ait la présence de ces personnes qui proposent le suicide assisté. Et alors là, moi, je comprends très bien qu'on ne veuille pas qu'il y ait cette présence du suicide assisté dans les résidences pour personnes âgées, parce que, surtout étant donné qu'on peut utiliser cette loi Leonetti, enfin, ou une loi semblable en Suisse, puisque la loi Leonetti est en France, mais c'est très différent. Parce que, pour moi, aider une personne à mourir dans la dignité, c'est aussi lui présenter un regard qui lui montre qu'elle est attendue, aimée, appréciée, qu'elle a sa place dans la vie des autres, qu'elle a encore quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Et qu'il s'agit plutôt de montrer ce moteur de vie plutôt que de lui dire
Eh bien non, maintenant, on comprend que vous n'avez plus rien à donner, vous n'avez plus rien à recevoir, on va vous y aider. Mais je condamne absolument pas les personnes qui ont recours au suicide assisté. C'est quelque chose de très personnel. Et si une personne qui est dans une résidence pour personnes âgées a envie d'y recourir, elle peut sortir de cette résidence, aller chez elle ou chez des amis et avoir librement recours au suicide assisté. Ça, c'est très personnel. C'est pas à moi ou à qui que ce soit de lui en faire le reproche, mais c'est personnel. Ma démarche, c'est plutôt de toujours montrer, même si c'est une toute petite lumière qui brille, moi je pense que jusqu'au dernier moment, chacun a quelque chose à donner et à recevoir. On entend souvent d'ailleurs, on vieillit comme on a vécu. Hein? On connaît tous des gens dont la vie se rétrécit de plus en plus, qui, comme on dit, qui meurent même avant de mourir, dans le fond, qui cessent de vivre avant de mourir, alors que d'autres conservent une flamme, une vivacité d'esprit jusqu'à la fin. Quel est le secret, d'après vous, pour conserver cette flamme? Alors, j'ai envie de vous citer une phrase une personne que j'avais rencontrée, une personne âgée, m'avait dit. Elle était à l'anniversaire d'un de ses petits-enfants, et puis il y a la toute petite de 6 ans qui lui dit « Mais toi, grand-mère, quel âge tu as ?» Et puis la grand-mère lui dit son âge. Et la petite fille, la petite Hélène, lui dit « Mais alors c'est terrible, grand-mère, tu es très vieille, tu vas bientôt mourir. » Et elle a l'air toute triste. Et alors sa grand-mère lui répond « Mais t'en fais pas, Hélène, je ne vais jamais mourir avant d'avoir fini de vivre. » Et la petite Hélène a retrouvé son sourire. Alors, c'était une phrase qui avait l'air un peu absurde, mais qui montrait toute cette présence justement combien cette grand-mère était présente à l'instant présent et combien elle allait vivre sa vie jusqu'au bout. Oui. Par rapport à ça, vous parlez, vous y revenez souvent dans votre livre, du travail, que vieillir, c'est pas juste prendre de l'âge. Hein. Ça demande un certain travail psychique, finalement. Vous évoquez le travail de vieillir, un peu par analogie à ce qu'on connaît en psychanalyse, le travail du rêve, le travail du deuil. Ça me fait penser aussi à ce que Michel Demuzan a déjà écrit par rapport au travail de Trépas, de son côté. Alors, comment pourriez-vous décrire ce travail de vieillir et comment est-ce différent du travail de deuil? Comment s'articule-t-il au travail de deuil? Alors, j'aime bien citer l'expression d'un de mes amis, Henri Danon-Boileau, qui est un psychanalyste de Paris, qui est un homme assez âgé maintenant, et qui avait parlé du mourir utile. Et alors, son expression mourir utile, moi, je l'ai un peu transformée en disant, en plus, j'aime bien son expression mourir utile, mais j'ai utilisé l'expression vieillir utile. Et justement, Henri Danon-Boileau nous a donné l'expérience qu'il a eue où, alors qu'il était âgé, il reçoit un téléphone d'un de ses amis qui habitait de l'autre côté de l'Atlantique pour nous, et qui lui dit « Je sors chez le médecin, j'ai appris que j'avais 3 mois à vivre. » Eh bien, alors je t'en parle, c'était son grand ami. Et Henri Danon-Boileau lui a dit « Mais alors tu en parles à ta famille ?» Il dit « Non, non, surtout, je ne veux pas les troubler. Je vais vivre tranquillement ces 3 mois pour moi, c'est juste à toi que je le dis. » Et Henri Danon-Boileau lui a dit « Je prends l'avion et je viens te voir. » Il est allé voir son ami en lui disant « On est tous les deux dans le même bateau. On a le même âge.
eh bien, profite de ces 3 mois qui te restent pour vieillir utile. Tu es un homme très réservé. Tu as très peu parlé de toi à tes enfants, à ta famille. Profite de ces 3 mois pour créer des liens affectifs avec eux. Et alors cet ami a commencé enfin à communiquer ses affects, ses sentiments avec ses proches et à leur parler à chacun. Et voilà qu'il a vieilli utile pendant ces 3 mois. Et je trouve qu'Henri Danon-Boileau avait vraiment vieilli utile en aidant son ami à vieillir utile, à trouver non plus un repli, un retrait psychique, comme dirait Steiner, dans ces 3 mois où il aurait pu se retirer du courant de la vie. Il a utilisé ces 3 mois pour donner un peu de lui-même, de ce qu'il pouvait encore donner, partager un peu de ses sentiments, de son affection, de ce qu'il était lui. Et voilà ce que j'entends au fond par vieillir utile. Oui. Et c'est un peu pour ça que moi j'ai écrit ce livre, et puis que j'ai accepté de parler avec vous aujourd'hui. Oui, c'est une manière de vieillir. C'est une manière de vieillir utile. Vous évoquez, par rapport à cette question de vieillir utile, le besoin qu'on éprouve en vieillissant de trouver une cohérence à notre vie. C'est un petit peu l'exemple que vous venez de nous donner. Certains se mettent à écrire, qu'avez fait, à rassembler des souvenirs, à mettre de l'ordre dans leur vie, dans leurs affaires. Donc, lorsqu'on vieillit, on a besoin, vous le mentionnez également, de reconstruire pour soi-même sa propre histoire interne. J'aime bien cette façon de le dire. C'est aussi ce que une analyse nous permet de faire, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'entreprendre une psychanalyse à un âge avancé, vous citiez au début de l'entrevue cette patiente de 70 ans que vous aviez rencontrée, est-ce que vous croyez qu'entreprendre une psychanalyse à cet âge aide à entreprendre ce travail, justement, de reconstruction de son histoire? Je pense que beaucoup de personnes, à la fin de leur vie, reconstruisent leur histoire interne et que c'est quelque chose de très naturel et qu'on peut voir autour de soi tout d'un coup des vieilles connaissances qui sont en train de faire un album de photos avec toute l'histoire, tous les moments importants de leur vie, en pensant le léguer à ceux qui viendront après eux, ou bien, et surtout qui trient leurs affaires. Je vois beaucoup de personnes âgées qui brusquement, même si elles étaient très désordonnées avant, se mettent à ranger, à faire de l'ordre. Et c'est une façon, dans le concret, de faire de l'ordre intérieurement. Ouais. Quelle place je vais mettre à l'intérieur de moi à chaque moment important de ma vie, à chaque personne importante pour moi que j'ai rencontrée? Comment je les installe confortablement à l'intérieur de moi? Quelle relation je garde intérieurement avec eux? Que ces personnes aient été agréables ou désagréables, mais quelle place je leur donne? Quelle relation intérieure je garde avec elles? Même des personnes qui sont décédées, comment je les vois maintenant? Comment je les vois? Même sur le moment, ça a pu être des personnes que j'ai détestées, et puis maintenant que je suis âgée, que j'ai eu d'autres expériences, je vois autrement la façon dont elles ont agi. Et on est en train de changer intérieurement la place qu'on leur donne à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est un mouvement qui devient très important quand on est en fin de vie, qu'on peut faire beaucoup plus tôt quand on fait une analyse. C'est effectivement, on fait une psychanalyse, c'est effectivement pour redonner un certain ordre à l'intérieur de soi-même, mettre un peu d'ordre dans les relations qu'on a eues avec les personnes, certaines relations qui étaient perturbantes, comment on va les rendre plus agréables. Et en fin de vie, eh bien, parfois,
au lieu de le faire simplement spontanément, on a besoin d'un coup de pouce. On a besoin de l'aide d'un psychanalyste ou d'un psychothérapeute, ou parfois même d'un ami ou de l'entourage, hein, pour faire cet ordre. Alors là où on a besoin d'un psychothérapeute ou d'un psychanalyste, c'est surtout quand il y a quelque chose qui inconsciemment fait blocage. Nous aide à pouvoir reconstituer cette histoire interne. Soit qu'on ait quelque chose de très traumatisant qu'on ait vécu et qu'on n'a pas réussi à intégrer dans l'ensemble de sa vie, ou bien quelque chose qu'on a oublié, ou parce que c'était trop pénible. Et alors on a besoin d'aide. Quelqu'un qui nous aide à découvrir ce qui est inconscient et à le rendre conscient. Et alors là, on a besoin du recours d'un psychothérapeute ou d'un analyste ou de quelqu'un qui nous aide à faire ce travail. Par rapport à ça, justement, juste pour vous dire que je comprends que vous m'ayez posé la question parce que Freud avait dit à partir de 50 ans, on ne peut plus faire une psychanalyse. c'est ça. Parce qu'on a trop de souvenirs, on a perdu la labilité intellectuelle et on a trop de souvenirs, alors ça fait une trop grande masse de souvenirs. Mais finalement, Freud, il nous a bien démontré, même s'il a écrit ça, il nous a démontré par sa vie que ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Lui, il n'a pas perdu sa labilité intellectuelle jusqu'à la fin de ses jours, il a pu écrire des choses et découvrir des choses passionnantes. Et puis surtout, c'est pas une juxtaposition des souvenirs qui ferait que plus on en a, plus c'est lourd et plus c'est difficile de les organiser. Ce qui compte bien davantage, c'est pas la quantité de souvenirs, mais la capacité de les intégrer. Voilà. Et c'est cette capacité d'intégrer les souvenirs importants dans un tout cohérent qui compte. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge finalement pour commencer une psychanalyse. Voilà. La question que je cherchais tout à l'heure, c'est lorsqu'on sait que l'investissement en temps, et en argent également, que demande une analyse, c'est pas un danger que celle-ci ne puisse se terminer lorsque quelqu'un fait une demande d'analyse à, je sais pas, 75, 80. C'est vrai. Si quelqu'un vous demande une analyse à 80 ans, eh bien, on ne sait jamais si la fin de la vie ne va pas arriver avant la fin de l'analyse. C'est effectivement une question. D'abord, je dois reconnaître qu'à cet âge-là, on a souvent plus des demandes de psychothérapie que d'analyse. Enfin, pour moi, ça a été comme ça. À 70 ans, j'ai des demandes d'analyse. À 80 ans, j'ai plutôt des demandes de psychothérapie, en face à face, et au fond qui engagent moins de durée du traitement. Mais je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que le traitement va être interrompu parce que la personne ne pourra plus se déplacer, parce qu'il y aura la fin de la vie, parce qu'il peut y avoir une démence, parce que... Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était important d'accepter sereinement cet inconnu. Parce que c'est accepter l'inconnu que vit la personne qui vient vous trouver. Quand, à mon âge, où, eh bien, je ne sais pas de quoi demain sera fait. À n'importe quel âge, bien sûr, on le vit. Mais quand on a 30 ans, on pense que c'est un risque qui est quand même minime. Plus on avance en âge, plus on se dit, le risque d'avoir un accident cardiovasculaire ou quelque chose d'imprévu qui vous arrive, plus ce risque est grand. Donc, on vit avec ce risque. Et je pense que le thérapeute a besoin de participer à cette acceptation-là sans la nier, sans se cacher la face et en sachant que consciemment, on sait qu'on vit dans l'acceptation de l'imprévu, de l'inattendu, et que ça fait partie de vivre ensemble cette acceptation, que d'accepter que
Ah oui, on commence quelque chose en sachant que ça pourra peut-être être interrompu. Je crois que ça fait partie de l'acceptation de la fin de vie, Ouais. de la fin du voyage. C'est tous les renoncements, finalement. Je pense à des patients âgés que j'ai moi-même en analyse et qui sont confrontés au renoncement et même à celui, parce que je l'entends de plus d'un patient, en fait, le regret de ne pas avoir entrepris une analyse plus tôt dans leur vie. J'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Et là, il s'agit de faire le deuil, dans le fond, de ce qui n'a pas eu lieu et de prendre conscience, comment c'est pas facile de prendre conscience de certains désirs à un âge où, en fait, c'est plus possible de les réaliser. Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. J'avais été très frappée par la remarque d'un de mes collègues qui m'avait dit, moi, jamais j'accepterai de prendre en analyse une personne d'un certain âge qui va découvrir, par exemple, qu'elle n'a pas d'enfant alors qu'elle est à l'âge où elle ne peut plus en avoir. Et que ça va être quelque chose d'insurmontable. Alors, je pense que justement, c'est extrêmement important d'accepter, de faire une démarche pour intérieur, un travail intérieur pour accepter d'être qui on est avec le passé qu'on a et le passé qui fait que maintenant, à l'âge que j'ai, eh bien, j'ai eu tel passé, telle histoire qui fait que j'en suis là maintenant. Et c'est moi et c'est personne d'autre. Et alors là, il y a toute une démarche importante à faire. Ben oui, on peut tellement avoir envie de la vie de l'autre. L'herbe est plus verte de l'autre côté de la rivière. Et de se dire, mais moi j'ai un passé où je regrette tellement. Ben oui, maintenant j'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfant. Et bien cette patiente regrette, dit, mais si j'avais fait une analyse plus tôt, peut-être que j'aurais eu une autre vie où j'aurais rencontré un homme avec lequel j'aurais pu avoir des enfants. Il y a toute cette démarche d'accepter d'être soi-même, d'avoir eu ce chemin-là qui fait que je suis moi maintenant. Et c'est un peu ce que j'ai appelé de façon imagée, passer par la porte étroite. Passer par cette porte qui fait que je connais le monde à travers cette porte étroite qui est moi-même. Je connais le monde à travers qui je suis, avec la personne que je suis aujourd'hui. Et si je veux passer par la porte qui est là, une autre personne, qui a eu une autre vie, mais je ne vais pas pouvoir y passer. Donc, je vais rater mon présent et mon futur. Passer par la porte étroite, ça évoque l'image de naissance. Il faut que je naisse à moi-même aujourd'hui. Il faut que j'accepte d'être moi, avec l'âge que j'ai, le passé que j'ai, avec tous les mondes que j'ai faits. Moi qui ne suis pas douée pour les langues, j'aimerais tellement être comme les petits-enfants qui parlent 6 langues, ils ont 10 ans ou 17 ans, et mes petits-enfants qui ont 17 et 18 ans, ils parlent 6 langues, tous. Eh bien moi, je parle français et un petit peu anglais. Et voilà, c'est moi, j'ai ce passé-là, je suis obligée de passer par qui je suis. C'est ma porte. Je peux connaître le monde à travers ces capacités que j'ai, et qui je suis dans le présent implique que j'accepte tous mes âges antérieurs. Tout ce que j'ai été antérieurement, avec mes défauts,
mes faiblesses, mes ratés, toutes les portes, tous les chemins que j'ai laissés alors que ça aurait été super de les prendre, eh bien voilà que j'accepte d'être cette personne que je suis maintenant. Et finalement, la démarche analytique que peuvent nous demander certaines personnes qui n'arrivent pas à accepter leur passé, eh bien, c'est de faire, qu'on les accompagne dans cette démarche de découvrir la richesse de ce qu'elles sont maintenant parce qu'elles acceptent leur passé. Très juste. C'est là, j'imagine, où tout le travail de deuil rejoint le travail de vieillir. Exactement. Oui. Parlant de temps, parlant d'âge, je me demandais aussi, même si dans le transfert, on occupe différents rôles, on a des âges différents, quel impact a l'âge réel sur le transfert, l'âge réel de l'analyste sur le transfert, le compte transfert? Alors, c'est vrai que c'est assez spécial d'être psychanalyste, parce que pendant les séances d'analyse, on vit deux âges à la fois. C'est important d'être bien conscient de son âge réel, hein, parce que si je ne suis pas consciente de mon âge réel, je délire. C'est-à-dire que je commencerai à prendre des psychanalyses maintenant, de commencer des psychanalyses qui vont peut-être durer 5 ou 6 ans ou plus, alors que j'ai 77 ans, ben, ça n'irait pas, je ne peux pas. Il faut que je sois très consciente que maintenant, je ne vais pas m'engager avec des patients pour une longue durée. Là, il faut que je sois bien consciente de mon âge réel et du temps qui passe, et que si après 45 ou 50 minutes, c'est l'heure d'arrêter la séance. Bon, il faut que je sois bien consciente de mon âge réel. Mais en même temps, je vis un âge fantasmatique. Je vis l'âge que mon patient me donne dans ses fantasmes, dans le transfert, au moment même de la séance. Et puis, il peut arriver que tout d'un coup, je sois un petit enfant pour mon patient, ou alors que je sois son grand-père ou son père. Et au cours d'une séance ou de plusieurs séances dans une matinée, je peux passer par des âges fantasmatiques très différents. Je peux même être un homme ou une femme, suivant que je suis le père ou la mère dans le transfert pour mon patient. Donc ça oblige une gymnastique, je dirais, fantasmatique, qui fait que je dois tenir ces deux, c'est comme un cheval, on doit tenir les deux rênes à la fois, hein, l'âge fantasmatique et l'âge réel. Et alors, c'est là qu'on vieillit peut-être un peu différemment quand on est psychanalyste, parce qu'on est obligé de faire cette gymnastique à longueur de travail. J'aimerais revenir justement à la question du vieillissement des psychanalystes. De plus en plus, la moyenne d'âge des psychanalystes s'accroît dans plusieurs sociétés à travers le monde. Alors, est-ce que je peux peut-être vous interrompre avant qu'on passe à cette question-là? Oui, allez-y. À moins que vous ayez la garder pour plus tard. Je vais la garder. Parce que je voudrais dire qu'il y a une chose très importante dans le contact avec les personnes âgées, qui est cette découverte des secondes d'éternité. Oui. Est-ce que vous vouliez qu'on y revienne plus tard ou bien on Non, parle je déjà voulais justement qu'on parle de cette question-là, parce que ça m'a beaucoup interrogée, cette notion, et ça m'a beaucoup intéressée aussi et interrogée. Alors, qu'est-ce que fait l'expérience d'une seconde d'éternité? Parce que ça, c'est peut-être une des choses qui est primordiale quand on est en contact avec une personne âgée, c'est que de retrouver dans l'histoire interne de sa vie ces moments précieux que j'appelle des secondes d'éternité, qui sont des moments où on vit une émotion très profonde qui nous met en contact avec un temps qui n'est pas un temps chronologique, mais qui est un temps d'une autre qualité. Parce que les personnes âgées peuvent réagir à l'angoisse de mourir et à l'angoisse d'être vers la fin du voyage
en essayant de rallonger le plus possible le temps pour qu'on ait l'impression que le temps ne passe plus, ça devient un temps monotone qui a une durée infinie, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de fin, et on ne pense plus à la fin du voyage, on ne pense plus à la mort. C'est une façon de supprimer une illusion, de supprimer la fin du voyage. C'est ce temps monotone que vivent certaines personnes âgées où plus rien ne se passe, à qu'à vouloir faire quelque chose aujourd'hui qu'on pourra faire demain, plus rien ne se passe, le temps se rallonge, comme dans le livre La montagne magique de Thomas Mann, où le temps n'a plus, on oublie qu'on va vers la mort parce que le temps est monotone, une durée interminable et il n'y a plus de fin. Ça, c'est le temps infini. Mais les personnes qui vivent de façon beaucoup plus consciente ne perdent pas la notion qu'on est vers la fin du voyage. La mort est bien présente, mais elle rend d'autant plus important l'instant présent. Et dans l'instant présent, il y a ces moments extrêmement forts d'émotions intenses où on a l'impression d'être en contact avec un temps de l'ordre de l'éternité. Et alors, je me rends compte quand je commence à dire ça que ça a l'air un peu magique. Mais non, c'est une expérience universelle que chacun de nous peut vivre. Il n'y a qu'à se rappeler de certains moments absolument impressionnants où on peut être, par exemple, la nuit sous les étoiles, vous êtes au bord de la mer ou vous êtes à la campagne, vous êtes seul sous les étoiles et tout d'un coup vous avez le sentiment intérieur d'être un tout petit grain de sable dans l'univers, une mini-seconde depuis le début des temps, mais en même temps extrêmement conscient de votre importance parce que vous pensez tout l'univers, vous pensez les milliers d'étoiles qui sont dans le ciel, et vous, votre présence minuscule mais extrêmement intense. Et c'est un moment où on est en contact avec cet autre temps qui est de l'ordre de l'éternité. Je parle de cette expérience qu'on a tous pu faire, mais qu'on a tous fait quand vous êtes dans un musée, vous regardez des tableaux, ils sont tous beaux. Tout d'un coup, vous êtes devant un tableau, et là, vous avez un choc, vous arrêtez, c'est sublime. Moi, ça m'est arrivé à Moscou. Oui, on est saisi. J'étais au musée, et je suis tombée devant le tableau de la Trinité de Roublev. J'y serais restée là, c'était tellement beau, j'ai eu une émotion esthétique, là, de l'ordre de la seconde éternité. Et ces émotions-là, c'est des secondes, mais qui sont hors de la chronologie. En une seconde, c'est bien une seconde, mais on a l'impression d'être en contact avec un autre temps qui nous dépasse. Oui. Ce dont vous parlez, ça m'évoque ce que dans la tradition bouddhiste, on appelle la pleine conscience. En tout cas, ça évoque des niveaux de conscience vraiment très particuliers auxquels on accède par moment. Et oui, et il y a beaucoup de façons. Moi, je les ai appelées les secondes d'éternité à cause du poème de Prévert qui parle de ces secondes d'éternité. Mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent d'autres termes. J'ai un de mes amis qui parlait de minutes étoilées. C'est joli comme expression. Je pense que d'autres écrivains, d'autres auteurs utilisent d'autres termes parce que c'est une expérience universelle et que chacun met son terme. Alors moi j'aime bien les secondes d'éternité parce que ça fait se rencontrer un temps chronologique petit, une seconde, avec l'éternité qui est une autre, qui n'est pas chronologique. Avec un temps qui ne passe pas. Qui est Lamartine qui dit « Ô temps, suspends ton vol ». Dans un moment de grande intensité,
on a l'impression que la chronologie doit être suspendue. Voilà. Parce qu'on accède. Alors, voilà. Mais je trouvais que. Alors, ce qui est très important, moi j'ai parlé de moments d'expérience parce qu'on peut les retrouver pour soi, mais quand on devient sensible aux secondes d'éternité, et c'est ce qui se passe quand on est en contact, en traitement avec des personnes âgées, qui de plus en plus sont sensibles à leur seconde d'éternité dans leur vie, on s'aperçoit qu'on passe des journées entières à vivre des tas de secondes d'éternité, mais qu'on n'arrivait pas à saisir au vol. Et alors, on les découvre dans des tout petits moments. Oui, parce qu'il ne faut pas être pris dans l'agitation pour sentir ça. Alors, ça peut être, j'ai une personne âgée qui me disait, mais maintenant que je suis attentive aux secondes d'éternité, chaque fois que je rentre dans ma maison et que je vois le bouquet de fleurs que j'ai mis sur la table, j'ai un grand sourire au fond de moi. Je pense que c'est une seconde d'éternité. Et puis il y a des rencontres. On rencontre quelqu'un, on a l'impression qu'il y a une rencontre profonde à un niveau souterrain. Oui. Avec vous maintenant, j'ai l'impression. Et on se dit, mais ça c'est une seconde d'éternité. Il faut que je l'attrape au vol et que je la garde. Vous évoquiez cette expérience de seconde d'éternité que vous avez eue devant ce tableau. Et mais ça me ramène à ce que vous dites dans votre livre sur l'art, justement, de faire de sa vie une œuvre d'art. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, j'écoutais une entrevue récemment, je pense que c'était avec Jean-Pierre Ferland, un de nos chanteurs, auteur-compositeur, et qui se disait privilégié, lui, d'avoir pu faire de sa vie une œuvre d'art. Mais comment? Quand on n'est pas un artiste, fait-on de sa vie une œuvre d'art? Alors, justement, moi, j'ai espéré qu'à travers mon livre, je pourrais aider des personnes de toute qualité de faire de leur vie une œuvre d'art. Parce que souvent, on présente des artistes, des personnes exceptionnelles. Ernie, notre peintre suisse, là, qui a fait des œuvres d'art, qui fait des peintures extraordinaires alors qu'il est extrêmement âgé. Oui, des personnes qui sont présentées comme faisant de leur vie des œuvres d'art qui sont célèbres, mais je pense que des personnes toutes simples, comme vous, comme moi, on peut faire de notre vie une œuvre d'art s'il y a ce sentiment qu'on peut exprimer plus que soi-même, je dirais. Être en contact avec au centre de nous-mêmes, un centre de vie qui fait que nous sommes nous, mais que nous sommes finalement, qu'à travers nous, il y a plus que nous-mêmes qui passons. C'est un peu... J'ai pas beaucoup de mots pour dire ça, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre, faire sentir, et puis à chacun de découvrir les mots qui feront qu'on peut l'exprimer. J'aimerais revenir... si vous le permettez, à la question du vieillissement et du vieillissement en particulier dans les sociétés psychanalytiques. La moyenne d'âge des sociétés psychanalytiques augmente à travers le monde, comme on le sait. J'ai regardé, selon les derniers sondages de l'IPA, 70% des membres ont entre 50 et 70 ans. Et la moyenne d'âge chez les didacticiens est encore plus élevée. 70 et plus. Alors, qu'en est-il de l'analyste vieillissant et qu'en est-il du travail de vieillir chez les analystes? Qu'est-ce que vous observez? Alors, bien sûr que c'est une question qui est à l'ordre du jour maintenant dans les sociétés de psychanalyse, parce qu'on n'a pas encore trouvé une réponse tout à fait satisfaisante pour ça. On se pose des questions, on étudie le problème. Parce que les sociétés de psychanalyse vieillissent, ben c'est bien normal parce qu'en général, dans toute la population, il y a un rallongement de la durée de vie. Et un rallongement de la durée de vie qui n'est pas seulement un rallongement de la fin de vie, mais c'est chaque étape de la vie qui se rallonge. On commence une vie active finalement plus tard que maintenant qu'autrefois.
Autrefois, eh ben, il y avait des mariages à 14-15 ans, puis maintenant, on se marie beaucoup plus tard, on a des enfants plus tard. Je crois que chaque étape de la vie prend plus de temps. La vie s'étale. Donc, c'est normal que les sociétés de psychanalyse aient un vieillissement qui reflète le vieillissement de toute la société, et finalement, qu'on prenne notre retraite plus tard qu'autrefois, ça serait assez un reflet de l'étalement de chacune des étapes de notre vie. Donc, qu'on reste actif dans une société de psychanalyse plus longtemps qu'autrefois, je dirais, c'est assez normal. Mais il se pose la question de à quel âge prendre notre retraite. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j'ai envoyé à International Journal of Psychoanalysis un article à ce sujet. Je l'ai envoyé, je ne sais pas encore s'il sera accepté ou pas. Mais un article que j'ai intitulé « À quel âge un psychanalyste prend-il sa retraite ?» Ben oui, je ne sais pas quoi répondre. Il n'y a pas une réponse exacte, juste, parce que d'un côté, on se dit, mais c'est quelque chose d'extrêmement privé. Chaque analyste apprécie à quel moment il doit s'arrêter de travailler. C'est une question strictement personnelle. Si on mettait une date limite qui serait comme un couperet, à partir de tel âge, tout psychanalyste devrait s'arrêter de travailler, ça risquerait de priver la société de psychanalyse de toute l'expérience de psychanalystes âgés qui restent performants plus longtemps que d'autres et qui peuvent justement faire bénéficier de leur expérience. Ce serait dommage de se priver de ces expériences-là. Mais par contre, ben, il y a des psychanalystes âgés qui perdent la tête, qui perdent leurs moyens de travailler. Et là, ça peut devenir dangereux pour leurs patients et aussi pour leurs collègues, parce que si dans une société de psychanalyse, il y a des psychanalystes qui ne sont plus aptes à travailler, qui ont été excellents autrefois, mais qui maintenant perdent leur performance, c'est gênant pour toute la société, c'est gênant pour eux s'ils s'obstinent, s'ils s'accrochent à leur travail. Et il faut reconnaître que quand on perd la tête, on ne s'aperçoit pas qu'on la perd. Et alors, on peut croire qu'on continue à être performant alors qu'on ne l'est plus. Si bien que moi, j'avais cru au début me mettre des garde-fous en disant à 3 collègues que j'aime bien, en qui j'ai confiance, le jour où je ne suis plus apte à travailler, s'il vous plaît, prévenez-moi. Et je me suis aperçue qu'il faut encore que ce jour-là, je puisse entendre ce que me disent mes collègues. Peut-être que ce jour-là, je ne les entendrai plus et que je leur dirai, mais non, vous ne venez verser plus de temps, je suis encore apte alors que je ne le serai plus. Et ça peut m'arriver dans la seconde qui suit. Je peux avoir une rupture d'anévrisme et puis plus être capable de savoir ce que je fais. Alors, comment faire? Alors, je pense qu'il y a des garde-fous qu'on pourrait mettre dans une société qui serait ni le couperet de dire tous les psychanalystes s'arrêtent à tel âge, ou bien laissons faire le libre arbitre de chacun. Il faudrait qu'il y ait des propositions qui soient, oui, des garde-fous. Par exemple, est-ce qu'on pourrait faire comme nous faisons en Suisse pour le permis de conduire automobile? Tous les 2 ans, je dois passer un examen chez un médecin qui regarde si je suis encore apte à conduire une voiture. Et chaque fois, tous les 2 ans, je passe cet examen et jusqu'à présent, on m'a toujours donné le permis de conduire une voiture. Mais il y a un jour où peut-être qu'on ne me donnera plus. Alors, quel serait cet examen pour un psychanalyste? Alors, est-ce qu'il faudrait qu'à partir d'un âge donné, on ait encore un rendez-vous avec une petite commission, une commission qui ferait
un petit interview pour savoir si on est encore apte. Bon, d'une proposition qui a été faite. Une autre proposition qui serait d'avoir, par exemple, de dire, ben, à partir d'un certain âge, vous faites partie d'un séminaire clinique qui réunirait, je crois que c'est en Angleterre, c'est comme ça, Intéressant. un séminaire clinique qui réunirait des cliniciens, des psychanalystes de différents âges, et où chacun présenterait des cas cliniques. Ça serait un climat convivial, clinicien, où chacun à tour de rôle présente un cas clinique, et la personne âgée qui présente son cas s'apercevrait peut-être à un moment donné qu'elle n'est plus dans la course, ou les autres, de façon, pourraient lui faire sentir que non, elle commence à dérailler un petit peu. Ça serait une autre possibilité. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a aussi la possibilité qui est proposée par certaines sociétés, il y a un comité d'éthique qui peut, sur des plaintes qui seraient déposées contre des candidats, des collègues pourraient se plaindre au comité d'éthique disant tel collègue n'est plus capable, il perd la mémoire, ou il n'entend plus assez. Et qu'à ce moment-là, le comité d'éthique interviendrait auprès de la personne. Ça se fait dans certaines sociétés. Oui. Ça pourrait être, au lieu d'être le comité d'éthique, ça pourrait être une autre commission qui pourrait, sur demande, intervenir auprès des personnes. Enfin, il y a plusieurs propositions, il y en a sûrement beaucoup d'autres qui peuvent être faites. Seulement, ce que je voudrais relever, c'est que ce n'est pas le tout d'utiliser ces propositions. Elles sont, à mon avis, elles sont toutes bonnes dans certaines conditions. Elles sont toutes, Winnicott dirait good enough, assez bonnes, Oui. si il y a un climat bienveillant. Oui. Parce que si vous avez un climat bienveillant, vous passez votre examen auprès d'une commission qui examine tous les 2 ans si vous êtes capable, ça peut être très amical et vous êtes collaborant. S'il n'y a pas cette atmosphère bienveillante et si vous passez devant des juges qui vous condamnent, eh bien, là, ça devient l'horreur. Si vous êtes dans un séminaire et qu'il y a une bonne atmosphère, c'est sympathique, vous êtes prêt à accepter qu'on vous dise « Ah non, mais écoute, ça, tu dérailles un peu, là, ça va pas ». Mais si c'est une atmosphère tyrannique, où vous avez l'impression que vous êtes en contact avec des surmoi contraignants, ça devient l'horreur. Donc, toutes ces formules sont assez bonnes, suffisamment bonnes, s'il y a un climat bienveillant dans la société de psychanalyse. Oui, bien sûr. Et c'est là que je dirais que c'est au comité de la société en question de veiller à ce qu'il y ait un climat assez bon. Alors peut-être là je suis naïve, mais pourtant je crois que... On peut le souhaiter. Alors comment créer un climat, comment entretenir un climat comme ça? Peut-être que pour l'entretenir, il faut prévoir dans une société de psychanalyse des rencontres, des week-ends où on parle de ça, où on parle avec bienveillance de cette éventualité que nous vivons tous, qu'à n'importe quel âge, nous pouvons rencontrer des défaillances et être plus aptes provisoirement ou définitivement pour notre travail, que ce soit quelque chose qui soit prévu et normal, parce que pour finir, c'est pas seulement quand on est âgé qu'on peut perdre la tête. Non. Moi, j'ai eu l'expérience de mon premier analyste qui, dans la quarantaine, a eu une rupture d'anévrisme et n'a plus été capable de travailler. Il était jeune. Donc, finalement, c'est important de savoir que
c'est pas une honte, mais qu'on peut tous avoir à affronter cette éventualité. Bien, merci. Au fait, avant de terminer, il y a une question que j'ai trouvée, à mon avis, très intéressante. C'est tout le lien que vous faites entre la capacité d'aimer et celle de vieillir. Qu'est-ce que vous pourriez en dire brièvement? Alors, brièvement, je voudrais dire que cette évolution de toute l'histoire de notre vie, c'est finalement, il y a des hiérarchies de valeurs qui se mettent en place, qui sont peut-être différentes de ce qu'elles étaient au début de notre vie, et que pour moi, alors de plus en plus, il y a eu cette découverte de l'importance d'aimer. D'aimer, c'est un mot qui est galvaudé, aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Mais peut-être être sensible au mystère des autres, de soi-même et des autres, et qui était une des valeurs les plus importantes qui se mettaient en place dans ma vie et qui faisait que finalement j'étais prête à renoncer à beaucoup d'autres valeurs pour valoriser justement ce qui était de l'ordre de ce que j'ai appelé aimer, qui était cet intérêt pour les autres. Et ça m'est peut-être venu avec ce film Les Fraises sauvages. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui m'avait beaucoup impressionné comme cet homme, le héros qui vivait mal, qui était dans un repliement sur soi, où il était coupé des autres, et où finalement, quand l'horloge de sa vie était prête de s'arrêter, a découvert à travers la présence de sa belle-fille, je crois, tout l'intérêt pour les autres qui l'entouraient, et il a découvert dans les minutes qui suivaient, je dirais, la fin de sa vie, quel intérêt d'aimer, d'être en relation avec les autres personnes. Et il y a deux livres que j'ai trouvés qui s'opposent pour moi dans cette découverte-là. Il y a La peau de chagrin de Balzac, où cet homme voit dans la peau de chagrin qui est vraiment une représentation de la vie qui lui reste à vivre et qui se rétrécit, il se voit les quelques centimètres carrés de vie qui lui reste à vivre, et il se replie sur lui-même, et même la personne qu'il aime le plus au monde, il lui ferme la porte parce que pour lui, c'est impossible d'aimer, et comme il souffre dans ce repliement sur soi, alors qu'il y avait un livre américain de Yalom que j'ai beaucoup aimé, qui est la cure Schopenhauer, où Yalom, un psychothérapeute, psychanalyste, à la fin de sa vie, apprend qu'il a très peu de temps à vivre, et où les quelques temps qu'il lui reste à vivre, il découvre tous les liens qu'il peut faire, et il va rechercher un de ses patients avec lequel ça s'était mal passé pour essayer de recréer cette importance de découvrir jusqu'au dernier moment la richesse de l'autre. Et alors, j'ai l'impression que justement, c'est un peu le lien que je fais avec les secondes d'éternité. Comment, quand on découvre dans une seconde d'éternité toute l'importance qu'il y a dans le contact avec l'autre, et comment on peut passer les derniers moments chronologiques qu'on a à vivre, à traduire dans le quotidien, à travers des actes, à travers des mots, cette illumination qu'on a pu découvrir dans une seconde d'éternité. Et que c'est ça qui, pour moi, a été la découverte de vieillir, c'est comment traduire dans le quotidien, à travers des actes tout simples, mais l'illumination qu'on a pu avoir dans une seconde d'éternité de la valeur du mystère de l'autre et de soi-même. J'aimerais terminer cet entretien par faites une phrase que vous écrivez à la toute fin de votre livre.
Toute une vie est nécessaire pour apprendre à aimer et à être aimé. Vieillir, c'est peut-être le temps qu'il faut pour le découvrir patiemment. Merci beaucoup.